embrassé toutes les filles avant Ah oui. d'arriver ici. Vous voulez que je vous fasse un bisou? Non, vous m'avez dit les filles. Oui. Eh oui, Voilà. encore loupé. Eh oui, raté. Bon, alors, c'est une salle qui a accueilli des concerts légendaires avec les plus grands virtuoses, les plus grandes stars de la planète, toutes sortes de musiques, Et d'ailleurs. c'est ça qui est fou, parce que c'est un petit peu marqué, enfin je sais pas, dans l'idée générale, est-ce que c'est pas très classique comme salle? Ça paraît très classique, en tout cas pour la musique classique, puis pour certains grands chanteurs, mais la pop, le jazz, le rock, tout. À quoi on pourrait la comparer, cette immense salle? Il n'y a pas l'équivalent Olympia, non? Mais, il y a peu de classiques à l'Olympia, sinon ça serait ça, parce que l'Olympia accueille toutes sortes de musiques. Le Palais des Congrès? Ah, peut-être, oui, peut-être, parce qu'on a à la fois Charles classique Aznavour et et des- puis des C'est comédies ça qu'il y a musicales. combien de sièges au Carnegie Hall? 2800 places. 2800 Ouais. places. Avec une hauteur de plafond, comme on le voit là sur l'image, absolument colossale. C'est-à-dire quand vous montez au 5e niveau, vous êtes au 5e niveau, il faut monter plus de 100 marches, vous voyez, pour grimper sur les derniers sièges. Mais si à je puis dire. l'origine, ça a été fait pour être une salle de concert classique. Donc. Oui, Ouais, puisque à c'est l'origine. Tchaïkovski qui a inauguré quand même, s'il vous plaît. Tchaïkovski. Lui-même, en personne, Piotr Ah bon Ilyich Tchaïkovski, oui. Ouais, Qui- alors nous qui- sommes en quelle année? Ah ben, on est à la fin du 19e siècle, 1871. Ah, d'accord. Donc ça explique évidemment pourquoi cet homme était là. Et puis alors, il y a Isaac Stern qui a beaucoup fait pour donc le célèbre instrumentiste qui a beaucoup fait pour sauver la salle parce qu'il avait été question de la détruire. Tout cela avec à l'origine cet homme, Andrew Carnegie. Alors, il est écossais d'origine. Vous dites Carnegie ou Carnegie? On peut dire Carnegie, oui, vous avez sans doute raison. Ça dépend si Andrew Carnegie ou Andrew Carnegie. Oui. Hein, ça doit être quelque chose Andrew comme ça. Carnegie. Ouais. Donc, écossais d'origine. Et puis, on est dans une petite ferme familiale. On a des animaux, puis on fait un petit peu de tissage. Et puis, très vite, les Anglais font en sorte que la vie devient très difficile en Écosse. Alors, Madame Carnegie Margaret décide de prendre les bagages de la famille. Et on part tous les quatre, c'est-à-dire Andrew, son petit frère Arthur, les parents, direction, avec le père William, direction les États-Unis. Terre promise, évidemment, pour les Écossais, pour les Irlandais, enfin pour beaucoup de Britanniques. Et en arrivant là-bas, direction Pittsburgh, parce que là, il y a les frères et sœurs de monsieur qui sont là. Et puis il y a déjà une petite colonie écossaise. Et là, Pittsburgh, eh ben, Andrew Carnegie va faire fortune assez vite. Il est malin, il va très vite, il sait qu'il y a tout à faire. Je vous propose de regarder des images. Et il va investir ses petites économies, d'abord dans le chemin de fer, puis après dans l'acier. Bref, il va faire une fortune colossale. Comme le disait André Caspi, qui est le célèbre historien des États-Unis, il dit que ça fait partie de ces bâtisseurs de l'Amérique contemporaine. Et c'est lui qui disait la première partie de la carrière d'un milliardaire, on amasse l'argent, la seconde partie, on distribue cet argent pour pouvoir justement concevoir des salles de spectacle, notamment, mais aussi surtout des bibliothèques. Vous voyez, il était dans les deux directions. Et voilà pourquoi il fait faire cette salle en plein cœur de New York. On est tout près de Central Park. Et c'est une salle qui est construite enfin, le bâtiment est construit en briques et en pierre, briques rouges que l'on voit, on voit encore autour des fenêtres. Et puis, comme vous le disiez, ben voilà, on a du Menuhin, et puis on vient de voir là du jazz, et puis Rubinstein. Enfin bref, tous les grands artistes y sont passés. Vous le rappeliez très justement, il y avait eu ce concert du siècle dans les années, à la fin du XXe siècle, avec des interprètes absolument extraordinaires. Edith Piaf, qu'on a entendu tout à l'heure, et les Français y sont allés. Et puis tout récemment, parmi les artistes qui y sont passés, il y a Gad Elmaleh, il faut s'en souvenir quand même, c'était en 2011, qui est venu jouer. Ah bon, il a joué là-bas? Il a joué là-bas. Alors, Mais est-ce qu'il y a une seule salle ou il y a une petite salle? Non, alors vous avez raison, il y a le music hall principal, c'est Main Hall, et puis il y a deux plus petites salles qui sont à l'intérieur, une de 300 places et puis une de grosso modo 600 places, et la principale de 1800, je vous le rappelle. Il avait été question de détruire je vous le disais il y a un instant, de détruire ce bâtiment, et puis finalement Isaac Stern s'est battu, et c'est la mairie de New York qui a racheté. Les Beatles s'y sont présentés dans cette salle, et c'est la mairie de New York qui a racheté les lieux pour le conserver en théâtre. C'est pour ça qu'il y a un building quand même qui est construit juste à côté. On a vu les ivoyers dans le fond, tout à gauche, alors que la salle en elle-même, c'est ce grand carré, si je puis dire, qui est là en plein cœur de New York. Alors, cet Andrew Carnegie, il fait penser un peu aux milliardaires d'aujourd'hui, vous savez, qui ne souhaitent pas forcément donner leur argent tout facilement à leurs descendants ou à leurs successeurs, mais plutôt en faire profiter les plus démunis, ou en tout cas... Pensez à Bill Gates, des gens comme ça, absolument. Il y en a eu d'autres, des Carnegie, Soros. effectivement, dans l'histoire américaine. Oui. Alors donc voilà, c'est le chemin de fer et le télégraphe qui ont fait sa fortune.
fortune, qui étaient les révolutions industrielles de l'époque. Et voilà comment il a amassé cette fortune et permis aujourd'hui encore à nous autres d'écouter. C'était l'industrie de l'acier, lui, donc. Hein, oui, absolument. Il avait compris en faisant un séjour en Angleterre que le fer, c'était fini, que c'était l'acier qui allait le remporter. Et quand il est reparti aux États-Unis, il a dit « je mise tout sur l'acier ». Et voilà comment il a fait sa fortune. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Ça s'est passé hier soir, c'est ce qu'on appelle un peu partout un derby. Un derby, c'est quand deux équipes voisines, mais très 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 voisines, et pour cause, elles habitent dans la même ville, se disputent. C'est un championnat, c'est le championnat, c'est la Ligue des Champions. Et cette ville, c'est Madrid, avec d'un côté le Real, de l'autre côté l'Atlético Madrid. Et c'est le Real qui a gagné, hein, grâce à Cristiano Ronaldo. Il a marqué tous les buts de la rencontre, il y en a eu 3. Voilà. Et, il est imbattable. Il est très très fort. Et surtout, il faut savoir que le Real a quasiment un pied en finale. Ce serait la deuxième d'affilée, la troisième en 4 ans. Donc c'est plutôt bien parti pour les hommes de Zinedine Zidane. Je vous propose de regarder les 30 secondes qui nous sont octroyées pour regarder ce match. Le Real Madrid, tenant du titre, dispute sa 7e demi-finale consécutive de cette compétition, la 12e en tout un record, et devant son public, Cristiano Ronaldo donc ouvre le score à la 10e minute, son 8e but en Ligue des Champions cette saison, son 102e but européen. À la pause, l'Atlético est mené à 1-0, c'est la 5e fois que les deux clubs se croisent sur la scène continentale. Deuxième but du Real, c'est ça, à 15 minutes de la fin, Ronaldo, encore lui qui est servi par Benzema, et ce n'est pas terminé, Ronaldo s'offre donc un triplé, 3-0, ça s'annonce compliqué pour l'Atlético qui accueillera le Real mercredi prochain au stade Calderón. L'autre là au bon endroit. Il est bien placé. L'autre demi-finale, on en parlera demain, qui opposera Monaco à la Juventus Turin. Les Hommes du Rocher, leaders de Ligue 1, reçoivent ce soir les champions italiens. Les deux clubs se sont rencontrés à 4 reprises. La Juve mène 2 victoires à 1 pour 1 nul. Match nul 0-0 lors de la dernière confrontation. C'était en 2015, en quart de finale de Ligue des Champions. Les Italiens ont remporté la compétition à 2 reprises, 1985. Les Italiens, 85 et 86, parce qu'ils sont arrivés dans le stade Louis II à Monaco. Donc ils sont allés voir ce qui se passait sur cette pelouse, ils sont bien habillés, ils sont en chemise. Hein. Et eux, les Monégasques, n'ont jamais remporté la compétition. Ils ont été finalistes en 2004. On en reparlera aussi demain. Encore un petit mot de foot, du foot féminin, William, avec l'Euro des moins de 17 ans en République tchèque. Premier match, première victoire pour les Françaises en bleu. Elles battent le pays hôte 2-1. Les Lyonnaises, c'est la Lyonnaise Melvin Mallard qui s'est offert un doublé. Prochain adversaire pour la France, ce sera l'Allemagne et ce sera vendredi. Ils sont bien ces titres-là. Pas mal, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du tennis à Estoril, c'est au Portugal. Il y avait 3 Français, il ne en reste plus qu'un. Voilà, il y en a 2 qui se sont fait éliminer, dont un qui a abandonné. Je vous propose de regarder l'élimination de Benoît Paire. Regardez, au premier tour, le Français 55e mondial a été sorti par Nicolas Almagro, 86e, spécialiste de terre battue. C'est la deuxième fois que l'Espagnol bat le Français en 2 confrontations. Le score 6-3, 6-2. Paul-Henri Mathieu, lui, a abandonné face au Portugais Sousa alors qu'ils étaient à égalité à 7 partout. Et il ne reste que Richard Gasquet qui sera face à l'Argentin Berloc. Voilà. Il n'y a pas grand monde. Non, il n'y a pas grand monde. Tennis encore avec la demi-finale de Coupe Davis, France-Serbie mi-septembre, qui se jouera au stade de foot Pierre-Mauroy à Lille. 27 000 spectateurs. Et je rappelle que c'est là-bas, il y a 3 ans, que les Français avaient perdu en finale face à la Suisse. Basket féminin, Montpellier en finale du championnat de France après avoir éliminé Bourges. Les Montpelliéraines, elles sont en blanc. Elles ont remporté la belle hier à domicile 70-64. Et une finale sans Bourges, ça ne s'est pas vu depuis 14 ans. Les Montpelliéraines sont championnes en titre. Vous êtes pressé, visiblement. Du tout, c'est que vous savez, on a des images, on a des temps, des timings. Le stade qui bouge, j'ai pas compris là. Parce que j'ai eu juste le temps, je n'avais que ça comme image. En fait, ce sera sur un stade de foot. On va changer ce stade de foot Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq, juste à côté de Lille, pour en faire un terrain de tennis. Il va bouger comme ça? En fait, sur une partie du terrain, vous pouvez modifier, vous pouvez en faire une salle de concert, si vous voulez vous produire la semaine prochaine, William. Vous pouvez en faire du tennis, vous pouvez faire du handball, Ah vous oui, pouvez non, tout mais c'est faire. pas une plateforme qui est posée sur le stade et qui se déplace. Ça bouge, c'est si. un stade mobile. Il y a une partie de la pelouse qui bouge. C'est ça que j'ai pas compris. Mais est-ce que je n'avais que ça comme Ça image? serait intéressant. Oui, ça là. Voilà. On peut bouger une partie de la incroyable, pelouse. ça. Ouais, on pourrait même faire une patinoire. Ce serait pas mal. Ah, d'accord. Eh. Ah oui, bien. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. C'est pas mal. C'est bien qu'on comprend. Et il termine avec Du beach soccer.
Voilà, avec des Tahitiens. Regardez, ces Tahitiens, ils sont en rouge. Tahiti a dominé 8-4 la Pologne après 2 victoires et une défaite. Les Tahitiens sont en quart de finale de Coupe du Monde. Ça se déroule aux Bahamas. Ce serait pas mal qu'on y soit, William. Rappelons que le beach soccer, ça se joue à 5 contre 5. 3 tiers-temps de 12 minutes. Le hors-jeu n'existe pas et c'est la 3e fois que Tahiti participera à la phase finale de Coupe du Monde. Et pour terminer, un record qui ne sert à rien, mais un record quand même. Il s'appelle Moussuru Abe. Il a 33 ans. Il a fait le record du monde de wheeling en roue arrière, donc sur son petit scooter, plus de 330 mais km. faut pas montrer ça à la télé. Et il a passé plus de 14 heures, William, sur son petit scooter. À ne pas faire, bien sûr, avec son propre dos. Tiens, sur les parkings du supermarché entre samedi et dimanche. Si c'est que le parking du supermarché, ça va. Ouais. Voilà. Bon, allez, merci beaucoup, au revoir. Avec Sophie Pignal, on va s'intéresser maintenant à la météo de l'emploi. Et ce matin, on va s'adresser aux plus jeunes d'entre vous. Alors, si vous en connaissez dans votre famille et si vous envisagez une formation en alternance pour eux, pour la rentrée prochaine, c'est le moment de contacter les entreprises susceptibles de vous embaucher ou de les embaucher. Sophie Pignal vous donne quelques pistes à suivre pour vous aider. Aujourd'hui, l'alternance est largement plébiscitée car elle permet d'acquérir non seulement une formation mais aussi une expérience professionnelle. Et cela facilite l'accès à l'emploi. Si l'artisanat, l'industrie, la restauration ont été les premiers à développer l'alternance, aujourd'hui la formule se retrouve dans tous les secteurs d'activité. Regardons la carte. C'est du soleil sur toute la France. Parmi les entreprises qui recrutent en alternance, Volkswagen, constructeur de la célèbre coccinelle. Le groupe Fnac Darty, qui fête ses 1 an de mariage. Disneyland Paris, première destination touristique privée en Europe. C'est à la marque allemande Volkswagen que l'on doit Choupette, la célèbre coccinelle frappée de son fameux numéro 53. La Volkswagen Coccinelle est la première automobile construite par la firme allemande, dont le nom signifie « voiture du peuple ». L'apprentissage est très répandu en Allemagne. Et ce mode de formation, l'entreprise l'a aussi développé en France, en créant la Volkswagen Group Academy, qui compte aujourd'hui 7 écoles de vente. 120 à 130 candidats titulaires d'un Bac+2 sont attendus pour la rentrée prochaine. Ils seront sous CQP, c'est-à-dire sous contrat de qualification professionnelle, et passeront 1 semaine en cours, 3 semaines en entreprise, ceci pendant 12 mois, avant de se voir proposer un contrat à durée indéterminée. Récemment marié, le groupe Fnac Darty a vu son chiffre d'affaires augmenter de 2%. L'entreprise a de belles ambitions puisqu'elle veut devenir le leader européen de la distribution de produits techniques. 50 nouveaux magasins vont être ouverts en France au cours de cette année 2017. Le groupe considère l'alternance comme un véritable atout dans un parcours professionnel et va donc recruter sur une grande diversité de métiers. Pour les magasins, ce sont les métiers de vendeurs, d'hôtes et d'hôtesses d'accueil, de réceptionnistes, de logisticiens, de techniciens qui sont concernés. Pour le siège, l'entreprise recherche des jeunes de formation Bac+4, Bac+5 pour les préparer au métier du e-commerce, du marketing, des ressources humaines et de la communication. Disneyland Paris, bien connu pour ses 2 parcs à thème et ses 50 attractions exceptionnelles, gère également le Disney Village et 7 hôtels à thème comptant plus de 8500 chambres. Aujourd'hui, 350 postes d'alternance sont à pourvoir dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, de l'animation, de la vente et de l'accueil, ainsi que dans les métiers du siège, logistique, achat, stratégie, audit, finance, marketing et communication, informatique. 30% des postes en alternance se transforment ensuite en CDD, voire en CDI. Les niveaux d'études requis vont dépendre des métiers. Ils vont du CAP à Bac+4. Ce que recherche le groupe, ce sont avant tout des personnes ayant le goût du contact avec le public et le sens du service. Vous souhaitez postuler à l'une de ces offres? Eh bien, rendez-vous sur le site de Télématin. Notre partenaire Météo Job vous indiquera la marche à suivre. Très belle journée à vous. Bon, on savait qu'il y avait des tests de livraison de marchandises par drone. On vous a déjà montré ça. Alors, c'est en cours ici et ailleurs. Mais les Anglais, vous allez voir, vont encore un peu plus loin avec une nouvelle application que vous allez découvrir sur votre smartphone. Ça va peut-être venir en France, on ne sait jamais. Alors, c'est sacrément utile quand vous allez voir. Non, quand je vous dis vous allez voir, justement, c'est quand on n'y voit pas suffisamment bien. Mais ce que je viens de vous dire ne suffit pas. Alors, voici les explications de Loïc Delamandé, notre correspondant
permanent très éclairé sur ce sujet-là. Bonjour. Bonjour Eliam, alors vous avez raison, c'est ici au Royaume-Uni en tout cas que le géant mondial Amazon fait ses premiers tests de livraison par drone. Ça a commencé l'an dernier et il y a d'ailleurs eu un certain nombre de polémiques, vous le voyez peut-être sur ces images, parce que un certain nombre de personnes redoutent d'avoir des millions de drones comme ça dans le ciel, et puis on finit par se demander, est-ce que cette course a une livraison toujours plus rapide? Là c'est pour livrer en une demi-heure, est-ce que c'est vraiment bien utile? Alors en tout cas il y a effectivement une autre application qui est en train d'être développée en ce moment, a priori beaucoup plus utile celle-là, c'est pour les régions reculées, les régions qui n'ont pas d'éclairage public, tout simplement parce que c'est trop cher ou trop vaste à éclairer, de grandes régions rurales. Eh bien, le but, c'est de les faire éclairer par des drones éclairants que vous pouvez commander directement sur votre smartphone. Alors regardez, c'est en test en ce moment, c'est des images assez étonnantes, il ne faut juste pas avoir peur d'une abduction extraterrestre, comme on dit. Ce ne sont pas des ovnis, ce sont bien des drones. Regardez ce reportage réalisé avec Anto Filippi. Les images sont dignes d'un film de science-fiction. Le scénario est pourtant bien réel. Il se déroule à Petworth, en Angleterre, là où se trouve l'une des routes les plus dangereuses du pays, mal éclairée et responsable de nombreux accidents. Pour y remédier, une entreprise de drones teste en ce moment des prototypes qu'on croirait presque être des ovnis. Cas concret avec ce conducteur qui va emprunter cette route de campagne dans une région très isolée. Sur son téléphone, il commande en quelques clics ses anges gardiens. Une escadrille de drones décolle et vient se positionner au-dessus de son véhicule. Les drones vont éclairer la route tout au long du trajet, s'arrêter avec lui lors des croisements dangereux, dans un balai aussi étrange que rassurant. Un moyen de compenser l'absence d'éclairage dans ces régions où l'installation de lampadaires serait trop coûteuse sur des dizaines ou des centaines de kilomètres. Cette utilisation de drones éclairants serait disponible aussi bien pour des trajets en voiture que pour un retour à vélo de nuit ou une balade à pied dans des quartiers sombres ou des régions très peu peuplées. Les drones peuvent aussi tout enregistrer par caméra et apporter ainsi une sécurité en cas de mauvaise rencontre. Une fois leur mission terminée, ils rentrent à leur base sur simple commande de l'utilisateur. À l'heure où certaines applications de drones font débat, pour ce professeur de robotique, ce type d'utilisation montre que les petits engins volants peuvent apporter un vrai soutien aux humains. Par exemple, pour aider les pompiers, on peut envoyer un drone par la fenêtre d'un immeuble en flammes pour voir où se situe le foyer de l'incendie, ce qui est crucial pour sauver des vies. Je ne suis pas contre les drones par principe. Il faut juste réfléchir pour éviter qu'on en ait à l'avenir des millions dans le ciel. Les drones éclairants de Petworth sont actuellement en test. Leurs concepteurs espèrent à terme généraliser le concept en démontrant qu'ils sont à la fois plus économiques et plus écologiques que de gaspiller des millions d'heures d'électricité et de lampadaires inutiles. Bien ça, Loïc, le drone chaperon qui suit comme ça les jeunes filles pour rentrer chez elles. Dites-moi, est-ce qu'on a imaginé d'autres utilisations utiles comme ça pour protéger, sauver des vies ? Oui, notamment pour le secours aux personnes. Alors, ce qui se développe en ce moment, notamment en Afrique, c'est les livraisons par drone, mais alors pas de commandes Amazon, mais de médicaments, notamment parce qu'il y a de grandes distances à couvrir, il n'y a pas toujours la logistique qu'il faut, et donc là, vous le voyez peut-être sur vos images, ça fonctionne assez bien, c'est vraiment quelque chose de très prometteur, et puis tout simplement aussi livraison de médicaments ou de conseils sur un lieu d'accident, par exemple sur une autoroute où tout est bloqué, eh bien, les secours pourraient déjà envoyer des drones pour acheminer de premiers secours, des bandages, des médicaments, et on peut aussi parler, par exemple, aux personnes blessées ou aux personnes qui sont aux côtés des blessés pour commencer à les conseiller, à leur prodiguer des premiers conseils avec un médecin qui parlerait à travers le drone. Vous voyez qu'il y a plein d'applications très utiles. Celles-là. On peut aussi, par exemple, envoyer des drones soigner les blessés de la compétition de course de fromage de Stilton, dont Nathanaël vient de vous parler. On l'a tourné l'an dernier, je peux vous dire qu'il y a quelques côtes cassées. Ce ne serait pas inutile. Merci Loïc, à bientôt. Évidemment, les journaux que vous avez lus au cours de la nuit ne parlent que de ça. Eh oui, bonjour William, bonjour à tous. Ce soir, nous allons donc assister à une confrontation entre une héritière qui ment et un banquier d'affaires aux ordres des lobbies.
J'ai une manière un peu abrupte de présenter les choses, mais je ne fais là que reprendre les mots utilisés par l'un pour dépeindre l'autre, et vice-versa. Héritière menteuse, banquier aux ordres, c'est ainsi qu'il se voit, c'est ainsi qu'il se portraiture, et ça donne une vague idée du niveau de tension qui devrait présider aux échanges ce soir à l'occasion du 7e débat de la présidentielle de la 5e République. Si près du Graal de l'Élysée, tous les coups sont permis, lirez-vous dans le Parisien, sous la plume d'Henri Vernet, qui rappelle qu'en 1974, Giscard, en plein débat, glissa une allusion à Mitterrand en évoquant Clermont-Ferrand et en lui disant « Clermont-Ferrand, une ville que vous connaissez bien, monsieur Mitterrand ». En fait, c'était la ville d'Anne Pinjot, la mère de Mazarine, la fille cachée de François Mitterrand. Alors son objectif à lui ce Oui, mais soir... là, à l'époque, on a... Ah ben, à l'époque, c'est passé là. Sauf que des années après, on a compris. Eh oui. Et puis, c'était une manière de le menacer en lui disant « Attention, je suis au courant Ah ouais. ». Alors, son objectif à lui, Macron, ce soir, la démasquer en allant la chercher sur le fond. Son objectif à elle, le faire craquer. Car au Front National, on juge que Macron s'énerve rapidement. Mais attention, il faut aussi éviter l'écueil de l'agressivité, l'offensivité, mais sans l'outrance. Alors, comment faire ? Eh bien, facile, en misant sur la féminité. Mais oui. Je lis dans le Figaro que l'un des conseillers de Marine Le Pen lui a proposé d'exploiter sa féminité, sa douceur, je cite, son empathie naturelle, je cite toujours, celle dont elle sait faire montre avec les gens. Oui, mais sans pour autant lâcher le morceau, car il paraît, toujours selon le Figaro, que son entourage lui a donné 3 conseils à Marine Le Pen. 1, ne jamais laisser le dernier mot. 2, se préparer à la grande réactivité d'un adversaire capable de manier des concepts parfois opposés. 3, s'attendre à ce que son rival surjoue. Alors surjoue quoi ? Sans doute le texte, sans doute les émotions. Nous verrons bien ce soir. Donc, climat électrique, antagonisme des programmes, même si les choses pourraient bien se déradicaliser un peu sous nos yeux ce soir. Mais ce sera imperceptible. Ils ont 2 programmes aux antipodes, mais sont confrontés à la même question, nous explique Cécile Cornudet dans Les Échos. La question, c'est comment infléchir son discours sans se renier, et cela va sans dire, sans perdre d'électeurs. Parce que les deux ont déjà beaucoup bougé. Enfin, un petit peu, nous explique Les Échos ce matin. Marine Le Pen a bougé sur l'euro. J'en sors pas, j'en sors sans vraiment en sortir. Et puis Emmanuel Macron a vaguement fait évoluer son discours. J'ai entendu la colère des gens, j'en tiendrai compte, dit-il, ici et là. Alors bougeons-ils sur d'autres sujets ce soir, mystère. Ce qui est clair, c'est qu'il y a de la marge avant qu'ils se retrouvent sur nombre de sujets où l'opposition est frontale. La loi travail, Macron veut l'étendre, Le Pen veut l'abroger. L'immigration, une chance pour Macron, un drame pour Le Pen. Les impôts, baisse des charges, dit Macron, oui, mais uniquement pour les PME, rétorque Le Pen. La moralisation publique, Macron réclame une loi, Le Pen ne propose rien. Le libre-échange, Macron le défend, Le Pen le dénonce. Voilà pour les oppositions. Bref, ils ne sont d'accord sur rien, leurs caractères diffèrent, leurs parcours sont dissemblables, mais leur point commun, c'est l'ambition. Pour la satisfaire, il faut gagner des électeurs supplémentaires et donc sortir du bois, sortir du carcan des programmes, sans pour autant les trahir. Bon courage. Pétillon illustre d'ailleurs la difficulté de l'exercice en 3 coups de crayon ce matin dans le Canard enchaîné. Vous voulez rester dans l'euro sans y rester, dit-il. Ce n'est pas exact, répond-elle. Nous quittons l'euro, mais sans le quitter. Voilà la suite ce soir, merci. Mais d'abord, les 4 vérités. Caroline Roux reçoit ce matin Valérie Pécresse. Oui, la présidente de la région Île-de-France. Alors, on se souvient, il n'y a pas très longtemps, elle dénonçait le programme Attrape-tout d'Emmanuel Macron. Mais aujourd'hui, elle appelle à faire barrage au Front National et à voter Emmanuel Macron. Elle prépare une autre bataille, celle d'après, celle des législatives. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Ce soir, je sais à peu près où vous serez, comme beaucoup d'entre nous, devant la télé pour regarder un débat qui sera sans doute très tendu entre les 2 principaux candidats, les 2 finalistes de cette présidentielle. Est-ce que c'est un débat que vous redoutez à 4 jours du vote ? C'est un débat qui est très important parce que c'est un débat pour le pays et l'un des 2 sera président de notre pays et il faut qu'il donne aujourd'hui, en tout cas moi j'attends d'Emmanuel Macron qu'il donne aujourd'hui un certain nombre de garanties sur le pacte républicain. Parce qu'un certain nombre d'électeurs vont voter pour lui à contre-cœur, vont voter pour lui pour faire barrage aux extrêmes, parce qu'au 2e tour, on élimine. Aussi parce que vous voyez bien que les extrêmes sont en train de se faire la courte échelle et de converger. Ça veut dire quoi ça ? Qu'est-ce que vous attendez de lui concrètement ? Qu'il suscite l'adhésion ? Qu'il rassure sur un certain nombre d'éléments du pacte républicain qui sont
Ça fragilisé. veut dire quoi, le pacte républicain ? Je pense à la montée du communautarisme, je pense à la montée de l'islamisme radical, je pense aux poussées migratoires, je pense aussi à la marchandisation du corps humain, à la gestation pour autrui, qui est complètement contraire aux valeurs de la République française, qui a toujours prôné la non-marchandisation des corps. Donc vous demandez qu'il parle à votre électorat ? Non, je demande qu'il parle. Pardon, excusez-moi, mais je pense que la montée de l'islamisme radical est un sujet majeur pour le pays. Qui a été beaucoup porté par François Fillon, vous le savez bien. Exactement. Non, mais ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, il va y avoir des électeurs qui vont voter pour Emmanuel Macron, non pas parce qu'ils partagent ses idées, mais parce que tout simplement, ils veulent faire barrage aux extrêmes. Parce que face aux extrêmes, il faut qu'on soit totalement étanche, parce que les extrêmes mèneraient le pays au chaos et à la ruine. Et pourquoi je dis les extrêmes ? Parce que, comme je vous le disais, on l'a entendu hier, M. Mélenchon est dans une ambiguïté totale. Ses électeurs s'apprêtent soit à s'abstenir, soit à voter blanc, soit à voter Marine Le Pen. Et ça, en très large majorité. Ça veut dire que les extrêmes convergent pour fracasser la République. Face à ces extrêmes, il faut faire barrage. C'est la première étape d'un plan, d'une stratégie que je recommande aux Français. Et ensuite, il faudra se battre pour faire triompher nos idées aux législatives, pour faire gagner la droite et le centre aux législatives. Vous avez des insoumis, s'ils étaient là aujourd'hui, qui vous diraient « Ah ben oui, mais nous, on n'est pas obligés de choisir. » Alors, ils appellent ça la peste et le choléra, entre le Front National et l'extrême finance, comme ils le disent. Mon devoir, c'est de dire aujourd'hui, et c'est pas facile, que c'est pas pareil, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et c'est pas facile de le dire. C'est pas facile de le dire. C'est pas facile de le dire parce que nos électeurs considèrent Emmanuel Macron à juste titre comme un adversaire. C'est un homme de gauche et nous combattons la gauche. Nous sommes combatifs vis-à-vis des idées de la gauche, mais nous refusons absolument les idées extrêmes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est le chaos avec les extrêmes. Et moi, j'en ai un exemple très très simple, très clair. Vous savez que je préside l'Île-de-France. Je suis allée voir les entreprises qui sont à Londres pour essayer de les relocaliser après la sortie de l'Angleterre de l'Europe. Eh bien, j'ai 30 entreprises qui sont prêtes à venir se relocaliser. Elles m'ont dit, si Marine Le Pen devient présidente de la République française, ne nous rappelez pas. Donc quand Mme Le Pen va à Whirlpool dire « Ne vous inquiétez pas, je réglerai le problème du chômage en nationalisant les entreprises », c'est une arnaque, c'est une escroquerie. Aujourd'hui, il faut qu'on crée de l'emploi en France. Et pour créer de l'emploi en France, il ne faut certainement pas avoir un président qui incarne l'extrême droite. Si les responsables du Front National étaient sortie de l'Europe, la sortie de l'euro. Et si les responsables du Front National étaient face à vous, ils vous diraient c'est ce qu'on disait après le Brexit. Il y a des entreprises qui avaient dit on quittera la Grande-Bretagne, on viendra s'installer à la Cité, etc. Il n'y en a pas tellement qui l'ont fait. Elles vont le faire, bien évidemment. Elles ne le font pas parce que pour l'instant, le Brexit n'est pas consommé. Mais vous allez voir que quand ils perdront le passeport financier, quand le grand marché européen ne sera ouvert qu'à ceux qui sont en Europe continentale, il y a des dizaines de milliers d'emplois qui vont se rapatrier sur l'Europe. Et c'est tant mieux, parce qu'on ne peut pas être à la fois dedans et dehors. L'Europe, c'est un tout. C'est à la fois une protection, mais c'est aussi des devoirs. Est-ce que vous voterez, au fond, dimanche, en vous pinçant le nez, avec des états d'âme pour Emmanuel Macron, Valérie Pécresse ? Sincèrement. Mon devoir, c'est de voter contre Marine Le Pen, et c'est mon devoir aussi de le dire aux Français. Mais en même temps, moi je suis très combative, je ne crois pas à la disparition du clivage droite-gauche, je ne crois absolument pas qu'il faille laisser M. Macron seul face à Marine Le Pen dans les 5 prochaines années. Je crois à une droite assumée qui défend ses valeurs, qui défend ses idées et qui les fait gagner. Mais dans le bon scrutin, on n'a pas été qualifié pour le second tour de la présidentielle. Donc on va se battre pour les législatives. Et on voit bien ce matin les circonvolutions pour expliquer je vote contre Marine Le Pen, mais pas en faveur du programme et d'Emmanuel Macron. Et c'est au fond le clivage qu'il y a au sein même de votre parti. Le parti Les Républicains, il est divisé entre une partie des élus qui considèrent qu'il faut dire clairement qu'il faut voter Emmanuel Macron, et une partie qui fait ça avec un peu de distance. Et cette ambiguïté, elle fait mal à votre parti. Est-ce que Emmanuel Macron peut faire exploser le parti Les Républicains ? Je crois en une droite assumée, la droite authentique, la droite telle qu'elle a été créée dans le pacte, fondateur de l'UMP puis des Républicains. C'est une droite étanche vis-à-vis du Front National, totalement étanche. Il n'y a pas de porosité, il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de stratégie. Et puis, de l'autre côté, très combative vis-à-vis de la gauche. Vous savez que j'ai gagné à la fois contre la gauche et contre l'extrême droite. Et c'est possible parce que nos valeurs
je le crois, sont très largement plébiscités. Je pense à la liberté, je pense à la restauration de l'autorité de l'État, je pense à la guerre sans merci qu'on doit livrer contre le chômage. Avec quel programme Alors, Est-ce que le programme des législatives, ce sera celui de François Fillon, version light? Quel est le programme de la droite législative? Il faut garder l'audace réformatrice du programme de François Fillon et notamment sa ligne directrice qui était la bataille contre le chômage. Aujourd'hui, malheureusement, les idées d'Emmanuel Macron sont beaucoup trop tièdes pour pouvoir sauver notre pays du fléau du chômage. Et ça, ce sera le pilier, un programme pour l'emploi. Mais nous allons rajouter un volet pouvoir d'achat qui sans doute a manqué dans le programme de François Fillon et qui a un peu découragé les Français qui travaillent dur. Donc nous rétablirons les heures supplémentaires défiscalisées, qui était un marqueur de droite très fort, marqueur de la valeur travail. La baisse des impôts sera aussi au cœur de notre programme. C'est François Baroin qui a été désigné pour conduire la bataille des législatives. Pourquoi lui? Parce qu'il faut jouer collectif et qu'il était le plus légitime pour la mener. Aujourd'hui, vraiment, je crois qu'il faut qu'on mette toutes nos ambitions de côté. Le sujet, c'est de gagner ces législatives. Toutes vos ambitions de côté, c'est un lapsus révélateur. Non, vous avez toutes les ambitions de côté. Ambitions personnelles. Personnelles, bien sûr, toutes les ambitions personnelles. J'entends dire que M. Macron veut débaucher des personnalités de la droite et du centre. Mais enfin, moi, je crois qu'il faut qu'on soit d'une fermeté totale. Ceux qui appellent à voter FN, ceux qui se laissent séduire par Emmanuel Macron, il faut qu'on les exclue. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans une logique qui est une logique de défendre nos idées parce qu'elles existent et parce que je crois qu'elles peuvent rassembler une très large majorité de Français si nous savons nous battre collectivement. C'est dit. Merci beaucoup Valérie Pécresse, c'est à vous William. Merci mesdames. Voici les poireaux. Et des pommes de terre. Dont je vais gagner. C'est extrêmement moderne comme chanson. Ça tombe très bien. C'est d'hier. Parce que Laura Duet va vous parler d'une start-up digitale inventive. Et nous aimons beaucoup ça, notamment quand ça concerne une communauté qui souffre beaucoup, ce sont les agriculteurs. Et pourtant, ces gens nous nourrissent, je vous rappelle. Alors, c'est un secteur qui connaît des difficultés. Et l'idée de la plateforme, c'est quoi? Alors, il y a 900 000 agriculteurs en France et cette plateforme s'adresse directement à eux en leur disant, parce qu'en général, chacun va acheter son matériel tout seul ou avec 2-3 amis du même village, mais il n'y a pas vraiment de coopérative qui va aller négocier pour vous le prix du matériel agricole qui peut être très élevé. Donc cette plateforme, elle a été conçue par des fils et petits-fils d'agriculteurs qui se sont dit comment on peut mettre un peu de modernité et de digital dans ce métier. Et de faire faire des économies Et de faire faire des économies aux parents. Exactement. Et le but, c'est d'être... Voilà, ils sont allés négocier pour leurs parents, leurs grands-parents et leurs amis qui sont agriculteurs, des machines, du matériel, des produits, pour les rendre accessibles à un coût plus bas et surtout trouver les meilleurs produits parce que l'idée c'est pas uniquement de faire du low cost, c'est aussi d'apporter de la qualité, de se dire voilà on va en tester plein, on va apporter le meilleur au coût le plus compétitif. Donc nous sommes allés rencontrer un des fondateurs, il est absolument génial et surtout très motivé. Agriconomie, c'est une place de marché, un site internet qui permet aux agriculteurs d'acheter tout ce dont ils ont besoin sur leur exploitation. Donc on les aide à mieux acheter leurs pièces détachées, leurs semences, leurs engrais. Ça leur permet de tout trouver au même endroit, donc d'économiser du temps. Mais aussi grâce à la concurrence qu'on a mis en place sur le marché, ça leur permet de mieux acheter à un meilleur prix. L'idée est assez simple, elle est venue de nos familles, parce qu'on est 3 cofondateurs, 2 fils d'agriculteurs et un petit-fils d'agriculteur. Et en fait, en passant du temps avec nos familles, on se rendait bien compte que c'était assez complexe pour eux d'acheter tout ce dont ils avaient besoin. Et il n'y avait pas de site internet qui leur permettait d'accéder en 3 clics à tous les produits dont ils ont besoin sur leur exploitation, sur la ferme. C'est né comme ça, d'une expérience personnelle. On sélectionne tous nos fournisseurs, donc il y a une charte de qualité à respecter, parce que l'agriculteur, c'est un professionnel qui a besoin d'être livré en temps et en heure, avec des produits qui correspondent à ses besoins. Donc on met vraiment un point d'honneur à vraiment bien sélectionner nos fournisseurs. Les agriculteurs sont extrêmement connectés. Les agriculteurs sont des serial entrepreneurs qui utilisent au quotidien le digital pour les aider à mieux gérer leur opérationnel, mais aussi à réfléchir à leurs enjeux stratégiques de demain. Il faut savoir que le secteur agricole, c'est vraiment le berceau de l'économie française. On a les agriculteurs parmi les plus compétents au monde, qui nous sont enviés aux 4 coins de la planète.
Et on arrive, nous, à récupérer des talents qui se recentrent sur le secteur agricole, qui redécouvrent leur métier de leurs grands-parents, de leurs parents, et qui, grâce au digital, vont se réémerger dans le secteur agricole et pour le secteur agricole. Le site est né il y a 3 ans maintenant, donc on était 3 cofondateurs il y a 3 ans. Aujourd'hui, on a 50 salariés, 50 collaborateurs qui travaillent tous les jours pour les agriculteurs. L'idée, c'est de continuer à améliorer notre offre pour nos agriculteurs français, donc en améliorant notre service, en améliorant notre sourcing pour toujours leur proposer plus de produits, de meilleure qualité au meilleur prix. Mais c'est aussi commencer à réfléchir à exporter notre modèle pour accompagner des agriculteurs en Belgique, en Allemagne, en Espagne, etc. Mais on veut vraiment rester focalisé aussi sur nos agriculteurs français en améliorant notre service constamment. Il est formidable, D'Artagnan, là. Il est génial. Petit-fils d'agriculteur. Exactement. Et vous avez vu, il a déjà créé 50 emplois. Oui. Ils vont s'exporter en Europe, c'est une bonne idée. Bien sûr. Et Oui, parce qu'ils ont les mêmes problèmes ailleurs. Ils ont les mêmes problèmes ailleurs. Et c'est bien de voir que le digital peut aider justement le monde de l'agriculture. Il y a encore plein de choses à faire. Donc effectivement, pourquoi pas trouver une autre start-up qui récupère le matériel un peu usagé pour le recycler. Et ça peut même susciter des vocations et augmenter le nombre d'agriculteurs en France. Bon, et puis surtout éviter que ça se termine mal, Ça comme s'appelle c'est souvent le cas. Agriconomie. Agriconomie. Et ils ont gagné des prix, eux? Oui, ils ont gagné les palmes du e-commerce, ils sont sollicités partout et c'est une tellement bonne idée qu'ils sont repérés et qu'ils raflent pas mal de prix. À l'étranger aussi. Et le prix Télématin, évidemment, aujourd'hui. Ça, alors, on l'accorde volontiers. Merci, Laura. Et elles avaient une caractéristique, ces femmes-là. Pourquoi est-ce qu'elles défilaient? Frédéric va vous expliquer ça. Elles tournaient en rond autour de la place de Mai, tous les jeudis. Qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais. Elles avaient un petit foulard blanc autour de la tête et elles tournaient comme ça pour expliquer le drame qu'elles avaient vécu. Elles tournaient parce que le rassemblement était interdit, donc elles avaient dit, bah non, nous on se promène. On se promène. Ouais. Et alors, elles auraient sans doute préféré ne jamais avoir à fêter ce 40e anniversaire, puisque ça veut dire que leur mission n'est pas tout à fait terminée. On les appelle les Madres de la Plaza de Mayo, parce que c'est le nom de la place de Buenos Aires où elles se réunissent donc chaque semaine depuis le 30 avril 77. On va voir des images. C'était très courageux au tout début, parce que la dictature n'était pas terminée à cette époque où ça commence pour elles, et certaines ont été assassinées par le pouvoir politique militaire dans les années 70. Là, vous voyez des images d'il y a quelques jours de ces femmes qui maintenant sont âgées, mais qui sont toujours soutenues par des jeunes. La place où elles se réunissent est en face du siège du gouvernement argentin, et elles ont reçu le prix Sakharov de la liberté de penser en 92. Leur combat est de réclamer la vérité pour leurs fils et filles, qui étaient des jeunes opposants politiques dont on va voir les portraits dans les années 70, et qui ont été, à cette époque, enlevés par la dictature militaire argentine qui prend place à partir de 1976. Voici ces opposants politiques. Entre 1976 et 1983, on sait aujourd'hui que ces opposants ont été assassinés. Il y aurait eu jusqu'à 30 000 morts dans les années 70, et les maires cherchent donc depuis 40 ans à retracer ce qui est arrivé à chacun, retracer le destin de chacun, puisque depuis la fin de la dictature, il y a eu des procès. Certains des dictateurs ont fini en prison, mais les corps ont souvent disparu parce que les corps étaient jetés à la mer pour pas qu'il y ait de traces. Dans le Rio de la Plata. Voilà. Les bourreaux de la junte militaire les jetaient pour pas qu'il y ait de traces. Alors ça, c'est en Argentine, mais dans les années 70, il faut bien se souvenir que presque toute l'Amérique du Sud a basculé dans la dictature militaire. En Argentine, c'est le monsieur qu'on voit ici qui est le général Videla, puis il y en a eu d'autres après. Lui, il s'empare du pouvoir en 1976, il va mener une guerre contre tous les opposants politiques, les syndicalistes, etc. 15 000 fusillés, en plus des 30 000 morts disparus, et 500 000 personnes fuient l'Argentine pendant la dictature jusqu'en 1983. Au Chili, c'est un autre militaire, le tristement célèbre général Pinochet, qui en 1973 renverse le gouvernement de Salvador Allende. Alors c'est toujours la même chose, ce sont des militaires qui s'opposent à un gouvernement qu'ils estiment trop à gauche et qui, dès qu'il y a des troubles dans le pays, disent « Ah ben voilà, on a besoin de nous, on va rétablir l'ordre » et qui remplacent le gouvernement militaire. C'est un prétexte dès qu'il y a des troubles qu'ils fomentent parfois eux-mêmes d'ailleurs. Au Paraguay, pays voisin, ça dure encore plus longtemps que Pinochet, qui sera au pouvoir jusqu'en 90. Au Paraguay, c'est ce monsieur qui est Alfredo Stroessner. Lui, 54-89, pendant 35 ans au Paraguay. Et puis c'est pareil au Brésil. Le Brésil est à l'époque une dictature militaire depuis les années 60. À la fin des années 70, le dictateur est le général Geisel, que voici. Et en Bolivie, en Uruguay, c'est à peu près la même chose.
Cette situation est acceptée à l'époque par les États-Unis, qui sont pourtant le gendarme de l'Amérique du Nord et du Sud, au prétexte de la lutte contre les marxistes, contre les guérillas qui ont lieu un peu partout en Amérique du Sud. On se dit aux États-Unis que c'est finalement pas plus mal qu'il y ait des dictatures militaires. À partir de 1975, il y a même ce qu'on appelle l'opération Condor, c'est-à-dire que les différents dictateurs d'Amérique du Sud se coordonnent. Pour quoi faire? Pour aller assassiner partout dans le monde leurs opposants. Regardez ici, la voiture explosée qu'on voit, c'est celle d'un ancien ministre de Salvador Allende au Chili, M. Orlando Letelier, qui a été réfugié aux États-Unis. Il se fait assassiner en plein Washington, en 1976, explosion de sa voiture. Et on suppose que les Américains fermaient les yeux et même parfois coopéraient avec les dictatures militaires, notamment Henry Kissinger, que voici, ministre des Affaires étrangères de Nixon, qui au minimum laissait faire. Par exemple, la DINA, qui était la police politique du Chili, un peu comme la Securitate ou la Stasi, il y a aussi des opérations de ce genre en Argentine, au Brésil, pour assassiner les opposants politiques partout où ils se trouvent. Et c'est encore un sujet aujourd'hui important en Argentine parce que, en plus des fusillés, en plus des disparus, il y a eu des bébés volés. Les bébés volés, 500 bébés volés. C'est-à-dire qu'on enlevait les bébés des femmes gauchistes pour les confier à des familles proches du pouvoir. Et parfois, les gens... Souvent des militaires. Voilà, et parfois, ils n'ont appris qu'adultes que leurs parents n'étaient pas leurs parents. Pas leurs parents. Mais parfois les bourreaux de leurs vrais parents. Bien sûr, bien sûr. Ils ont assassiné mes parents. Oui, et ils se font passer pour les biens. Voilà. Alors, il y avait d'ailleurs diffusé hier soir chez notre cousine de France 5 un documentaire tout à fait intéressant. Vous pouvez le regarder en replay et vous allez retrouver ce que vient de vous expliquer maintenant Frédéric. Merci beaucoup. Alors ce salon, c'est ouvert au grand public. Oui. C'est l'occasion de découvrir en vrai des œuvres d'exception. Et là, vous avez suivi un couple. Oui, j'ai suivi un papa et son fils. Alors, effectivement, ce salon ouvre demain, donc je ne pouvais pas aller tourner là. Je suis allée plutôt dans l'atelier de deux exposants qui vont être sur ce salon, donc à partir de demain. On y verra quoi? On y verra des sculptures. Parce que, en fait, l'artisanat d'art, c'est à la frontière entre l'art, le design et le savoir-faire. Et en fait, c'est ce que prouve ce salon Révélation. Révélation, c'est une biennale, donc ça a lieu tous les 2 ans. On est à la 3e édition. Et ça, quand même, il faut dire que ça se tient dans la nef du Grand Palais. Donc, c'est magnifique. Et ça renoue un petit peu avec ces salons des arts décoratifs qu'il y avait au siècle dernier. Donc, il y a vraiment toute une histoire autour de ça. On a de l'émotion quand on va dans ce salon. Et on a aussi de l'émotion, forcément, quand on va dans ces ateliers. Ce ne sont que des artistes en devenir ou il y a des artistes confirmés? C'est tout mélangé. Vous avez aussi bien des écoles que de jeunes artisans qui ouvrent leurs ateliers, que des ateliers très en vue et très reconnus, mais aussi des manufactures. Ce sont que des Français? Non, c'est international. C'est une biennale internationale. C'est un salon, on regarde et on n'achète pas? On peut acheter. C'est un salon mixte. Alors, donc nous sommes allés chez Quentin et Philippe Garel, qui sont sculpteurs, et vous allez voir, ils ont la passion en eux. Moi, j'adore. Regardez. Révélation est une biennale des métiers d'art et de la création contemporaine. C'est l'occasion pour le grand public de découvrir des artistes de la matière. Ce sont des artisans d'art qui sont directement impliqués dans la création contemporaine. Nous constatons un décloisonnement total de différents acteurs créateurs. Aujourd'hui, les nouvelles générations d'artisans d'art sont ouverts aux échanges avec les designers. D'ailleurs, que ce soit des plasticiens, des designers ou des architectes ou des décorateurs. L'important, c'est que chacun soit bien à sa place et aussi reconnu comme créateur. C'est quand même très français de placer les choses dans des petites cases. On le voit dans les salons, on le voit dans pas mal d'événements, que les choses cohabitent maintenant, le design, l'architecture, la sculpture, et ces notions d'artisanat ou d'artiste, voilà, ces clivages-là s'estompent un peu avec les nouvelles générations technologiques, mais aussi les nouvelles générations d'artistes. On a des œuvres très différentes qui amènent des technologies différentes. Alors moi, par exemple, je travaille avec toutes sortes de matériaux, où certains matériaux sont des matériaux qui sont récupérés, réemployés, transformés. Je suis une espèce de couteau suisse, moi. L'idée de fabriquer des choses et de vivre de mes mains m'a animé très tôt.
Donc, alors peut-être en côtoyant quelqu'un comme ça, enfant, qui, dans son atelier, bricolait aussi beaucoup. Mais il y a quelque chose qui se transmet sans que ce soit transmis. J'ai beaucoup appris à dessiner avec Philippe, avec mon père. On est forcément les héritiers de quelque chose et les donateurs d'une génération à suivre, probablement. Si aujourd'hui Révélation a pu voir le jour, c'est qu'il répond à une attente. Les valeurs qui sont portées par les artisans d'art sont des valeurs de transmission de savoir-faire, mais capables de s'adapter au monde moderne. Et donc, montrer que ces savoir-faire ancestraux font partie de notre vie contemporaine et répondent à une attente, je dirais, de notre société. Des œuvres d'art, hein. Ce sont des œuvres d'art. Vous avez vu, les métiers d'art répondent aux valeurs de notre société. Donc ça, c'est une phrase à retenir. Et surtout, il y a une correspondance là, puisque s'ouvre le festival D-Days en même temps que Révélation, pour montrer au grand public qu'il y a un pont entre le design et les métiers d'art. On a besoin, les savoir-faire ont besoin des designers ont besoin des savoir-faire. Tout le monde est au même niveau. Et ça, c'est formidable. Donc, si vous aimez toute cette création, eh bien, vous avez Révélation et vous avez D-Days, ce fameux festival. Le lieu phare, c'est le musée des arts décoratifs de Paris. Alors là, il y a de quoi faire. Hein. Tout le week-end. Hop. Demain, après-demain. Les D-Days continuent jusqu'au 14. Vous allez voter, puis après vous allez là-bas, si vous habitez dans le coin. Et le festival D-Days, c'est jusqu'au 14 mai. Révélation jusqu'au 8 mai. Et hop. Allez, et hop, on s'en va, mais on revient avec, entre autres choses, la sélection du mois. Ah ouais. Si. C'est de la musique un petit peu velue. Exactement. Ah, avec des poils sur le torse. Voilà. Ça, c'est un groupe des années 70 qui s'appelle Sweet, qui s'appelle Fox on the Run. Toutes ces musiques. Je ne comprends pas parce que je croyais que c'était la sélection du mois. Mais c'est la sélection du mois. C'est la sélection du mois parce que. Du mois de mai. Mais non, mais du mois MOI. Oui, non, mais le mois de mai. Je sais que c'est vous. Le mois de mai. Vous êtes le mi de mois. Mais je croyais que c'était très récent, mais ça, c'est pas très récent. Nous perdons un temps précieux de chronique, William, avec cette blague. Mais non, mais si, c'est pas récent. Mais vous savez pourquoi? Parce que tous ces titres sont dans l'excellente bande originale du film Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. D'accord. Voilà pourquoi. Les Gardiens de la Galaxie. Exactement, c'est l'actualité, puisque le film est sorti mercredi dernier, et que c'est un petit bijou. Si jamais vous avez été hiberné dans les années 70-80, c'est le moment ou jamais, parce que vous avez George Harrison, Electric Light Orchestra, Sweet, plein de trucs que vous avez dans l'oreille, sans savoir réellement ce que c'est, et vous dites, à chaque fois, et tout ça, le film est génial, et la bande originale est à tomber par terre, comme le volume 1. Ça s'appelle Les Gardiens de la Galaxie. La Galaxie. Vous n'avez pas vu le volume 1 Je crains que non. Eh bien, je vous prêterai la VHS. Et vous trouvez ça bien? Oui. Je trouve pas ça bien, c'est excellent, ça fait un carton, ça marche très bien. Carton, il faut avoir 18 ans. Oui, non, c'est pas violent. Ah non, faut avoir moins de 18 ans, faut avoir un cerveau jeune comme moi, vous voulez. Je vois la vanne. C'est bien ce que je craignais. Sélection du mois. Oui, allons-y. Donc voilà, je vais vous parler de Clara Luciani. Clara Luciani est une jeune femme qui a 25 ans, qui est compositrice, interprète, qui a eu le bon goût de gagner le festival Un Rock Lab en 2016 et qui sort un EP, c'est-à-dire 4 titres. Vous savez, c'est le début, c'est un peu genre, elle montre patte blanche, et je pense que ça va être très très bien. Moi, ça m'a tout de suite fait penser à l'élégance sobre et un peu triste de Françoise Hardy, vous savez, ce petit côté, et physiquement. Et donc, bonne référence. Bonne référence. Voilà, c'est très bien écrit, tout ça est fait maison par ces petites mimines. Je vous propose d'écouter. S'il vous plaît. Clara Luciani. Oh, pourvu qu'une guerre explose, pourvu qu'un tyran s'interpose. J'aime tant pleurer avec mes frères, oui c'est très beau de les voir faire. Pleure, Clara, pleure. Pleure, Clara, pleure. Oui, c'est pas... Oui, comment? Mais moi j'aime bien les choses mi-tristes, vous savez, comme mi-mai, comme tout ça, mi-triste, voilà. C'est joli. Bah oui, c'est joli. Mais quand c'est beau, généralement, c'est un peu mi-triste. On peut pas dire. Oh non. On peut pas dire non plus. Vous êtes triste pour d'autres raisons que pour ça. C'est pas de la faute de mon disque. Mais non, c'est pas possible. Non, c'est joli. C'est bien, non mais c'est ton tout début, 4 titres, et vous allez voir, à mon avis, on va en reparler. Et je ressortirai cette chronique en disant, ah ah, je vous avais dit en 2019 ou je ne sais combien. Bon, après. Si on est là.
Alors après, Dominique Miller, voilà, qui sort en vinyle et en CD. Qui est Dominique Miller? Eh bien, c'est un truc de dingue, personne ne le connaît. Et pourtant, vous avez entendu sa guitare, mais depuis 20 ans, parce que c'est le guitariste de Sting, en fait. Ça fait 20 ans qu'il accompagne Sting. C'est un garçon incroyable. Alors, vous imaginez le niveau du guitariste. Guitariste acoustique, vous allez voir dans le petit extrait tout de suite, vous dites, ah, ça me rappelle Shape of My Heart ou Fragile de Sting, etc. C'est un garçon qui a une vie... qui a un parcours humain et familial. Une vie... qui a une vie, un parcours familial étonnant, puisque son père est américain, sa mère est irlandaise, il est né en Argentine, il habitait aux États-Unis, ce qui fait qu'il a justement ce genre très world. Ça veut dire qu'il peut jouer à peu près tout, du jazz, de la bossa, du rock, et ça marche à chaque fois. C'est son album solo, ce qui sort chez ECM, le label de jazz. Vous savez, c'est un peu comme Blue Note. ECM, c'est un tout petit peu plus pointu, classique et jazz. C'est vraiment très très bien. Mais quand je dis très très bien, attention, là je mets 4 coups de tampon comme ça, c'est génial. Ah ouais. Dominique Miller, c'est la classe, regardez. Oui, c'est pas la compagnie créole. Oh, mais je vais vous en mettre de la musique avec les serviettes qui tournent et les bonhommes en mousse. Alors si c'est comme ça, voilà, ça c'est drôle. Voilà. Ça c'est bien. Dominique Miller, c'est la classe. Je vous taquine. Mais vous avez raison, mais c'est ce que j'aime bien. C'est pour ça que je viens. Aussi pour la déconnade. C'est bien. Hein. Et alors, c'est que des compositions originales. Et il y a une reprise de Sting, évidemment. Et quand vous regardez sur le livret, Sting dit du bien de son camarade de jeu. Vous avez raison. C'est quand on entend ça, on se dit c'est l'intro. Il va chanter Sting. Il va pas tarder. Et voilà. C'est vraiment très très bien. Enfin voilà, Dominique Miller, je suis fan. Et on finit avec Karen Elson. Karen Elson. Alors, quand je vais vous dire son parcours, vous allez dire c'est une ancienne top model. Alors vous dites encore une top model qui se met à chanter. Vous le faites bien. Vous faites comment Oui. Vous avez mumé en plus. C'est bizarre. Et alors, vous savez quoi, Karen Elson? Eh bien, contrairement à tout ce qu'on pense, c'est-à-dire une top modèle qui a pas de voix parce qu'elle est jolie, elle fait des clips. Non, mais il y a des top modèles qui sont pas des imbéciles, vous savez ça. C'est vrai, ça je le sais. Elle ne me parle pas, mais je le sais. Tant pis pour elle. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas. C'est bien pour ça qu'il est un peu haineux. Non, pas du tout. Alors, on l'écoute ou pas? Karen Elson, non, faut que je vous raconte. Voilà une jeune femme qui a sorti un disque qui c'est vraiment très folk. En 2010, c'était la femme de Jack White, des White Stripes. Ça va peut-être pas vous parler, mais les White Stripes, c'était un groupe de rock. Et d'ailleurs, c'était la fiancée de Jack White. Ils ont eu des enfants, ils se sont séparés, 7 ans de réflexion, machin. Et là, elle revient avec un disque. C'est des très jolies ballades folk. Et je suis assez bluffé parce que nonobstant. On peut dire nonobstant. On peut dire. C'est la suite qui est compliquée. Le fait que, c'est ça. Nonobstant le fait qu'elle soit jolie, elle écrit de très jolies ballades. Allez. I hope the wind will carry you into the blue. Feathered wings will hold you. I hope the wind will carry you back to the stars. Life below is too hard. I don't call your name anymore. C'est moins triste. Ah non, c'est très marrant. Je vous mettrai le petit bonhomme en mousse, vous allez voir. C'est très bien. Pour les... Bon, allez, non, bon. C'est bien, hein non, Dominique Miller, enfin tout bien. Allez, tout bien. Tout vin. Tiens, à propos de musique, alors ça c'est autre chose, ne vous moquez pas. Alors il y a l'Eurovision bientôt, on y tient beaucoup, et c'est un grand concours, vous allez voir, qui est organisé par qui? Le Radio Web vous répond. Par France Télévisions, évidemment. L'Eurovision, parce que c'est le 13 mai prochain, la France sera représentée par Alma, vous savez, on avait montré, voilà, qui est charmante. Et donc, si vous voulez la voir au cinéma chanter, c'est possible puisque France Télévisions vous fait gagner des places pour voir l'Eurovision en direct du cinéma. Ah, d'accord. Vous voyez, c'est la petite originalité. Alors, pour ça, il faut aller sur le site du Club des téléspectateurs de France Télévisions et vous inscrire. Très bien. Merci.
si on parlait des élections, juste histoire de changer un peu. C'est vraiment. Mais juste comme ça. C'est quoi. vraiment parce que voilà, ça faisait Parce que je voulais demander. un quart d'heure, une demi-heure. Mais on va en parler différemment, William. Bien Avec les sûr. artistes du métier, les dessinateurs. Ah tiens, il y avait. Oui. C'est mercredi aujourd'hui. Mercredi, le Canard enchaîné est sorti. Avec notamment ce dessin de Lefred Touron, c'est le couple Macron qui est mis en scène. Il faudra éviter l'erreur du premier tour. Pas de rotonde, pas de triomphalisme, dit madame. Compris, sitôt élu, une tisane et au lit, répond monsieur. Puis la tête surtout du dessin, c'est drôle. Voter, c'est choisir, nous dit également Lefred Touron. Voter blanc, c'est voter Le Pen. Voter nul, c'est voter Le Pen. Mais voter Le Pen, c'est voter Le Pen. Vous avez un dessin de Bouzard aussi, Tip Top Loose. Ça se passe chez le psy. Je suis filloniste et supporter du PSG. Celui-là est bien. Lui, il est à la rue complet. Celui-là est bien. Et puis, vous avez l'augmentation du tarif des généralistes. Ça passe de 23 à 25 euros. D'où ce dessin de Diego Aranega. Dites 23, l'autre dit 23, ajoutez 2. Voilà, tout ça est dans le Canard, il y en a bien d'autres. Hein. Donc achetez le Canard. Portrait gratiné ce matin de Blanche Gardin dans Libération. Tu aimes toi aussi. Ouais. Alors elle explose sur scène. Son deuxième spectacle cartonne. Elle est à l'Européen jusqu'au 24 juin. Allez-y, courez-y. Sauf que, allez-y sans les enfants, parce que c'est un peu interdit aux moins de 18 ans son spectacle. Mais c'est à hurler de rire. Je vous sors une des répliques avec un bip. Je sais, vous avez peur, William. Non. Elle est correcte. Elle est, je ne vais pas dire le mot. Elle dit, j'ai 39 ans, je suis célibataire depuis 4 ans et je mets des colliers. Quitte à ne pas me faire, autant ressembler à une femme de lettres, dit-elle. Voilà, donc tout ça s'est regroupé dans le portrait que Libé signe la concernant. Je rappelle qu'elle co-signe un scénario, le scénario d'un film intitulé Problemos, ça vous fait rire, qui est une satire utopiquement incorrecte, nous dit Libération, d'une communauté zadiste. Ça sort le 10 mai, c'est signé Éric Judor. Alors, on en apprend aussi sur la vie privée et personnelle de cette jeune femme qui, à 17 ans, a quand même piqué la bagnole de papa avec une copine pour faire un road trip dans toute l'Europe. Alors, elle a pris une copine qui, elle, avait le permis. Donc, elles vont en URSS, en Grèce, en Turquie. Elles finissent en Italie. Elle dit, c'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer parce qu'à un moment, il a fallu qu'il aille la chercher. Ensuite, elle a fait un DEA de sociologie. Elle a été éducatrice en banlieue, pas longtemps. Et puis, ensuite, il y a eu le Jamel Comedy Club, etc. Et aujourd'hui, elle est sur scène. Et franchement, ça marche. Le 7e débat présidentiel de la 5e République, c'est ce soir. Le Parisien nous en parle en long, en large, en travers. Et puis le Figaro revient sur l'histoire de ces débats où tous les coups sont permis. Par exemple, en 1974, vous avez... c'est notamment Giscard qui s'adresse à un moment à Mitterrand et qui lui dit à propos de la ville de Clermont-Ferrand, c'est une ville que vous connaissez bien, monsieur Mitterrand. Et en fait, c'était la ville de Anne Pinjot, qui est la maman de Mazarine. Je ne me souviens plus du visage de François Mitterrand quand il entend ça. Peut-être n'y avait-il pas de plan de coupe. Et il n'y avait probablement pas de plan de coupe. Alors en 80, vous avez Michel Cotta, qui n'a jamais fait de télé. Donc elle raconte qu'elle était tétanisée. C'est la première fois qu'elle faisait de la télé. Elle se retrouve bombardée comme animatrice du duel avec Jean Boissonnat, qui lui avait fait très peu de télé aussi parce qu'il avait fait un peu de radio, mais à Europe 1. C'est l'année où Mitterrand dit à Giscard vous êtes l'homme du passif. On retrouve Michel Cotta et Élie Vanier 7 ans plus tard. Et puis alors, lors du débat de 95 entre Chirac et Jospin, Duhamel et Durand racontent ce matin dans le Figaro qu'à un moment, il y a Moscovici qui était dans le camp de Jospin, donc qui arrive, qui ouvre la housse de costume et dit « Ouah, on a oublié le pantalon ». Et donc, vous avez l'équipe de Chirac qui propose de prêter un pantalon à Jospin, lequel refuse, on ne sait pas, il peut être piégé, je ne sais pas. Donc, il a fait l'émission avec un costard dépareillé. Voilà, vous avez tout un tas d'anecdotes. Sauf qu'il est assis, donc ça ne se voit pas. Voilà, ça ne se voit pas. Très bien. Merci beaucoup.